C'est le dispositif que la banque a développé depuis 2 ans maintenant à destination des entrepreneurs à impact, entrepreneurs sociaux ou à impact, donc qui ont la volonté d'avoir un impact positif au cœur de leur business model. Et donc, ce dispositif Act for Impact, c'est par exemple plus d'une centaine de chargés d'affaires référents et dédiés aux spécificités de cet entrepreneuriat impact dans toute la France. C'est la participation à un écosystème, à un réseau d'incubateurs, à des réseaux d'accompagnement comme Tech for Good France ou le Move, à des financeurs, à des crowdfunders, à des fonds d'investissement dans lesquels on a investi, des fonds d'investissement d'impact investing dans lesquels on a investi pas loin d'une vingtaine de millions d'euros depuis plusieurs années. Voilà. Et puis aussi des actions qu'on développe de ce que nous on appelle de mentoring pro bono, c'est-à-dire des actions où on met à disposition d'entrepreneurs à impact des compétences de collaborateurs de la banque sur leur temps de travail, plusieurs heures par mois, des juristes, des consultants internes, bientôt des gens des RH, de la com, de l'IT. Voilà, c'est à très vite décrit le dispositif. Et ouais, moi aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, vous expliquer un petit peu ce que nous on a fait, voilà, et répondre surtout à vos questions. C'est ça qui est intéressant, savoir ce qu'on va, ce dont vous avez besoin, surtout ce dont vous avez besoin et comment nous on peut se préparer avec vous à cette reprise. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Tout le monde, vraiment, le but, c'est que ce soit interactif. Merci Sébastien. Je te propose qu'on rentre dans le premier sujet. Oui. Premier sujet qu'on a identifié et qu'on souhaite vous proposer, les questions de gestion de trésorerie immédiat. Voilà comment on peut un petit peu réfléchir à gérer ces problèmes de trésorerie, s'il y a des arbitrages à faire, quelles sont un peu les clés qu'on doit avoir en tête pour choisir entre les différents postes qui vont impacter notre trésorerie en ce moment. Oui. Alors, tout d'abord, je voulais juste dire un mot, mais je reviendrai ensuite sur ce que nous, on a mis en place. On a fait comme la plupart des banques, hein, on a pris des engagements. L'engagement principal, c'est évidemment il y a 2 engagements principaux. Le premier, c'est de suspendre sur demande les reports, les remboursements de prêts pendant 6 mois. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà activé cette possibilité auprès de leur banque et auprès de BNP Paribas s'ils sont clients. La deuxième grande chose, et ça c'est vrai pour toutes les banques, et c'est l'instrument principal qu'il faut utiliser et aller chercher, c'est le prêt garanti par l'État, le PGE. Donc c'est l'instrument principal qui va servir à tous à traverser la crise. Donc je rappelle, 25% du chiffre d'affaires, un différé d'amortissement d'un an, une commission, un taux d'intérêt réduit, en tout cas chez BNP Paribas, juste à la commission de BPI-France, puisque ce prêt est garanti à 90% pour les PME par BPI-France, donc par l'État. C'est vraiment l'instrument qu'il faut utiliser en priorité. Alors certes, c'est un prêt, il faudra le rembourser, mais le différé d'amortissement, il est d'1 an, et ensuite, vous pourrez étaler le remboursement. Donc ça, c'est très important, et c'est vraiment la première à avoir en tête. Voilà, pour les deux grandes choses. Ensuite, je voulais dire quelques mots sur le fait de la gestion de crise. Alors, premièrement, il faut être capable de s'adapter sans paniquer. C'est pas facile, mais il faut, même dans ces conditions difficiles, il faut raison garder. Donc, il faut s'adapter sans paniquer. Il faut commencer par monter un plan de trésorerie à très court terme. Quand je dis très court terme, c'est quelques semaines. Essayer de voir, faire un état des lieux de la trésorerie très transparent et très lucide. Essayer de voir, de reporter tout ce qui est possible. Donc les échéances de prêts, on l'a vu, les échéances d'impôts et de taxes. L'État a fait beaucoup de choses pour cela. Les investissements non prioritaires. Regardez ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire. Essayer de reporter le maximum de choses. Réexaminer toutes les dépenses courantes aussi. Ce n'est pas simple, hein, mais réexaminer toutes les dépenses courantes. Faire profiter si possible, et si c'est votre cas, et si c'est pertinent, et si vous avez des salariés, des dispositifs aussi de chômage partiel et de chômage technique que l'État a mis en place, ou que l'État finance. Voilà, et puis, une chose très importante, c'est que dans une période où on n'a plus de contact physique, il faut garder un contact très étroit avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses banques. Alors moi, je parle en tant que banquier.
Il faut être très transparent avec sa banque et surtout, il faut solliciter ses interlocuteurs bancaires. Il faut solliciter ses interlocuteurs de ces banques, de BPI France, de France Active, si vous en avez, parce que ce sont ces gens-là qui vous connaissent le mieux. Et plus vous avez des contacts fréquents avec eux, ils connaissent vos enjeux, ils connaissent vos problèmes, ils sauront répondre à vos besoins et envisager avec vous des solutions. Donc ne restez pas dans votre coin, il faut solliciter ces interlocuteurs traditionnels, il ne faut pas hésiter. Et il faut le faire rapidement et de manière intelligible pour tout le monde. Parce que là, je parle pour BNP Paribas, mais les chargés d'affaires, ils sont très, très sollicités par beaucoup d'entreprises qui souhaitent, par exemple, mettre en place des PGE, etc. Il faut aller les voir avec des idées un peu claires aussi. C'est-à-dire être capable de dire, ben voilà, moi, dans un mois, dans 3 semaines, j'ai une impasse de trésorerie, qu'est-ce que je fais? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire après? Voilà. Alors, Sébastien, j'ai une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que si on est une association à but non lucratif, on peut avoir le PGE? Alors, c'est une question pas simple. C'est une question qui revient beaucoup. En fait, l'État n'a pas encore écrit très précisément sur cette question. La formulation du décret, c'est une association qui doit avoir une activité économique. Par contre, ensuite, on ne précise pas comment est calculé le chiffre d'affaires d'une association. Dans les 25% du chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on a posé la question, comme tout le monde, à Bercy. Ils sont en train de regarder. Nous ont promis une réponse pour demain ou plus tard. S'il n'y a aucune activité économique, si l'association ne vit que de subventions, de dons, etc., ça risque d'être un peu compliqué de profiter du PGE. Par contre, s'il y en a un peu, il n'est pas question spécialement de seuil pour le moment, mais je ne sais pas. On ne sait pas. S'il y en a un peu, l'association pourrait profiter du PGE, pourrait avoir droit au PGE. Mais tout ça, ce sont des réponses, pour le coup, là, je suis désolé, je ne peux pas vous faire une réponse très claire, parce que l'État n'a pas pour l'instant écrit là-dessus. L'État et BPI France n'ont pour l'instant pas donné leur doctrine. Donc, Donc, s'ils veulent avoir plus d'informations, oui. Si on veut plus d'informations sur ce sujet, Sébastien, qu'est-ce qu'on fait si on est une association avec peu de but, enfin, qui repose beaucoup sur des subventions et très peu sur l'activité commerciale? Tu sais pas où est-ce qu'ils peuvent trouver la réponse aujourd'hui? Nous, on l'aura dès qu'on l'aura, on la transmettra. Pour l'instant, on n'a pas cette réponse. On l'aura probablement sur le site du ministère de l'économie, hein, ou sur le site de BPI France, ou peut-être même de France Active assez vite. Mais pour l'instant, je ne voudrais pas vous induire en erreur. En fait, moi, dans les contacts que j'ai pu avoir, ils sont plutôt décidés à l'ouvrir. Enfin, BPI France et l'État sont plutôt décidés à ouvrir le PGE relativement largement, mais je ne peux pas vous garantir que sans activité économique ou avec très peu d'activité économique, vous aurez accès au PGE. Je ne peux pas vous le garantir. Ouais, et Pierre nous dit que France Active peut être un bon interlocuteur, donc n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs France Active. Est-ce qu'on continue? On a aussi une petite question, mais à mon avis qui va être traitée assez vite parce que tu viens d'apporter grandement une réponse. Ces 25%, ça doit être du concret, ça doit être de l'actif. Est-ce que pour des gens qui ont signé des contrats mais qui du coup ne sont pas encore réalisés, puisque tout s'est arrêté avec la crise, et donc du coup il y a une promesse de chiffre d'affaires mais qui n'est pas réalisée, est-ce que ça potentiellement ça rentre aussi dans les réflexions ou c'est vraiment que ce qui a été réalisé? Alors moi, si j'ai bien compris, les promesses de chiffre d'affaires n'entreront pas dans le calcul du prêt maximal pour le PGE. Hein. C'est le chiffre d'affaires 2019, si le bilan est fait, ou une attestation de l'expert comptable, ou le bilan 2018. Pour les sociétés qui ont été créées depuis le 1er janvier 2019, c'est 2 fois la masse salariale en France. Mais les promesses de chiffre d'affaires ne rentrent pas dans le calcul. Après, il y avait une question sur les emprunts. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou on attend? J'avais la question, les besoins évoluent en fonction de la lisibilité sur la crise. Est-ce qu'on peut faire un emprunt modulable? Qu'est-ce qu'on entend par emprunt modulable? Étienne Duval qui me parle de emprunt modulable. Si Étienne, tu veux préciser sur le chat. Étienne, si tu veux, on peut te donner la parole si tu veux poser ta question. Je ne sais pas si Étienne est en visuel. Il faut essayer de répondre. Il faut essayer de calculer.
il faut essayer de calculer au plus juste les besoins et essayer de l'évaluer sans forcément les surestimer, mais sans les sous-estimer. À partir de là, vous demandez à votre banquier, ben voilà, j'ai besoin de temps, je pense avoir besoin de temps, et on ouvre une ligne de crédit et on l'utilise au total ou pas au total. Mais si je comprends ce qu'est un emprunt modulable. Est-ce que Étienne, ça a répondu à votre question ou est-ce que vous voulez la repréciser? Oui, ça a à peu près répondu à la question, mais je comprends qu'effectivement, au niveau des banques, on ne puisse pas modifier des habitudes. Là, c'est vrai que la crainte qu'on a au niveau de nos adhérents, puisque je représente une fédération d'entreprises, la crainte qu'ils ont, c'est de demander trop, finalement. Parce qu'il peut alors, soit demander trop parce que leurs clients, dans 15 jours, 3 semaines, vont refaire des commandes, ce qui est le cas, par exemple, pour celles qui travaillent dans la prestation automobile, ou soit demander pas assez parce que cette fameuse impasse de trésorerie qui est prévue dans 4 semaines, bah, le creux peut se creuser. Vous voyez, et du coup, c'est un petit peu la difficulté de manière générale. L'exercice qu'on a quand on fait un emprunt de trésorerie est déjà difficile en temps normal si on veut bien faire les choses. Et là, Oui, bien avec le sûr. manque de visibilité, voilà, je me demandais s'il y avait un miracle en banque. Merci. Merci Étienne. Non, mais je pense que la plupart de vos adhérents, ils sont éligibles au PGE. Le PGE, il a un plafond. C'est 25% de chiffre d'affaires. Bon. Si vous pensez que vous allez potentiellement avoir besoin de cette somme totale, voyez avec votre banque si vous ne pouvez pas demander le maximum. Après, il faut être sûr de pouvoir le rembourser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais peut-être, en fonction de vos besoins calculés au mieux, demander un peu plus que ce que vous pensez finalement avoir besoin. Parfait. C'est difficile de répondre plus précisément en fait. Hein. Oui, oui, donc on a bien noté que les informations allaient venir de Bercy dans les prochains jours, donc il fallait bien suivre vos prochaines communications. Je suppose que sur Actor Impact, vous communiquerez notamment sur ces sujets-là potentiellement, ou directement suivre sur le site Bien de… sûr, alors j'en ai pas parlé, mais évidemment, on a un LinkedIn Act for Impact sur lequel on relaie l'ensemble des informations pertinentes sur ce sujet. Je vous invite à tous, clients ou pas clients, hein, je vous invite de BNP Paribas, je vous invite à tous y aller. Donc c'est LinkedIn Act for Impact. J'avais aussi donc 2 autres questions. Une de Sarah Renard qui disait quel va être l'impact de ces reports d'emprunt sur les prospects, clients pro n'ayant pas encore contracté de crédit pro. Sébastien, tu me dis si c'est assez clair ou si on demande à Sarah de préciser la question. Si je comprends bien, en fait, là je parle pour BNP Paribas, hein, les entreprises ou les associations qui ne sont pas clientes de BNP Paribas sont des prospects, donc par définition, et durant tout le mois d'avril, les chargés d'affaires, les commerciaux en fait, de la banque vont être évidemment sollicités de manière importante, ils le sont déjà beaucoup, sur les réaménagements de prêts ou les PGE demandés par nos clients. Donc, si vous avez fait, vous avez fait une demande de crédit ou une demande d'entrée en relation chez BNP Paribas et que vous n'êtes pas client actuellement, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais il faut être lucide, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Par contre, si vous êtes déjà, pour les gens qui sont déjà clients de la banque, là, nous, on s'est engagé à ce que toute demande de financement soit traitée dans les 5 jours. D'accord. Donc plutôt le réflexe, c'est si vous avez une banque, allez voir votre banque et essayez d'avancer au maximum avec elle plutôt que d'essayer de comparer tout ce qui se fait et parce que cette problématique se pose probablement pas. Exactement. Je pense que ce n'est pas le moment, en fait, ni pour les banques, ni pour les entreprises ou associations, ce n'est pas le moment d'aller faire le tour des banques, en fait. Là, il faut se concentrer il faut aller au plus vite, il faut se concentrer sur le plus urgent et le plus important. Donc, allez voir votre banque ou vos banques, franchement. D'accord. Et justement, c'était un des sujets qu'on s'était noté en termes de relation avec son banquier. Est-ce qu'il y a des bons conseils à avoir sur les sujets, soit sur le rythme à avoir dans les interactions avec son banquier, sa banquière, sur les sujets à bien cibler ou les éléments à avoir avec soi quand on va vers eux pour fluidifier l'interaction et accélérer potentiellement les démarches? Oui, alors la première chose, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir réfléchi à un plan de trésor à très court terme.
C'est-à-dire il faut que vous soyez capable de dire à votre banquier, ben, moi, j'ai une impasse de trésorerie dans 3 semaines ou j'ai une impasse de trésorerie dans 3 mois si la situation n'évolue pas. Voilà. Parce qu'on n'aura pas le même degré d'urgence, ce n'est pas forcément la même réponse. On n'aura pas forcément la même réponse à 3 semaines et à 3 mois. Donc, être bien, enfin, essayer, c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Essayez d'être assez clair sur l'échéance de cette impasse potentielle de trésorerie. C'était une chose à avoir en tête. Et puis, donner la vision la plus claire possible de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que j'ai encore de l'activité? Est-ce que j'ai encore du chiffre d'affaires? Ou est-ce que j'en ai plus du tout? Est-ce que les contrats que j'ai été en train de signer vont être mis en cause ou pas du tout? Qu'est-ce que me disent mes fournisseurs? Qu'est-ce que me disent mes clients? Voilà. Des choses assez basiques. Hein. Revenons aux basiques. Hein. C'est un moment un peu compliqué. Revenons aux basiques. Très clair. Je n'ai pas l'impression qu'on a d'autres questions spécifiques sur ce sujet. Il y a juste Desa qui disait que BPI lui avait dit de consulter d'autres banques si la sienne n'était pas réactive. Et toi, Sébastien, tu préconises quand même de rester fidèle à sa banque. Et j'imagine que voilà, ce que tu nous as dit avant. C'est pas une préconisation. Moi, je suis pas. En tant que banquier, moi, j'aimerais que toutes les entreprises des associations de la Terre soient clients de BNP Paribas. Hein. Mais la vraie vérité, je pense, c'est que oui, vous pouvez effectivement solliciter d'autres banques, mais elles risquent de ne pas être forcément non plus très réactives si elles ne vous connaissent pas. C'est juste ça, en fait. J'ai aussi une nouvelle question. Quid de ceux qui vont essayer de financer des investissements avec le PGE? Oui, alors le PGE, effectivement, il est a priori plutôt normalement destiné à couvrir des besoins de trésor hein, à court terme ou à terme, disons à terme d'1 an, hein, puisque c'est un différé d'amortissement d'1 an. Maintenant, il interdit rien d'autre en fait. Donc, il n'est pas interdit de financer, c'est pas interdit de financer des investissements avec le PGE. Simplement, c'est quand même quelque chose évidemment que les banques qui vont accorder les PGE vont regarder. C'est-à-dire que les banques vont regarder d'assez près qu'est-ce qui justifie le fait qu'on demande un PGE. Si on n'a plus d'activité du tout, évidemment, la demande, elle est très justifiable. Si ça marche bien, si on a de l'activité, si justement on n'a pas une hausse de BFR trop importante, mais qu'on se tient et qu'on veut acheter une machine dans 6 mois et qu'on finance avec le PGE, la banque regardera ou regardera pas de manière bienveillante. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, d'accord. Desa nous dit, mon chargé d'affaires m'a parlé du prêt Atout chez BNP. Est-ce qu'il est plus intéressant que le PGE? Le prêt Atout? Le prêt Atout, c'est, si je sauf faire de ma part, c'est un prêt de BPI France en fait. Ah, c'est d'accord. pas un prêt de BNP Paribas, c'est un prêt de chez BPI France. C'est un prêt à moyen terme en fait, qui est plutôt destiné effectivement à financer des investissements, mais qui est un prêt à moyen terme. Donc oui, il peut être effectivement cofinancé par BNP Paribas, je le vois. Il sera par contre pas, il sera pas gratuit, alors que le PGE il est à 0%. Ok. Parfait. Je vous propose qu'on continue sur nos sujets. Du coup, on a beaucoup parlé des démarches qu'on pouvait faire auprès de son banquier, mais potentiellement, on peut aussi faire des démarches auprès de fonds complémentaires pour trouver d'autres sources d'aide financière pour son projet. Est-ce que Sébastien, tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu as des conseils sur des acteurs à aller voir? On a aussi parlé de Transactive. Oui, alors effectivement, on en a déjà un peu parlé. Hein. Il y a d'autres acteurs, notamment liés à l'État, qui sont importants sur le sujet. Il y a BPI France qui a une gamme en fait, effectivement de prêts. On vient de parler du prêt à tout. Ils ont aussi activé des financements de suravance en fait, enfin des avances sur facture. Il y a France Active qui développe des prêts, qui est en train de réfléchir à des prêts justement pour le futur de rebond. Il y a aussi un certain nombre de régions qui ont mis en place des aides et des financements, souvent avec du BPI France d'ailleurs. Donc, où que vous soyez, dans quelques régions que vous soyez, renseignez-vous sur ces. Alors moi, je ne les connais pas toutes par cœur, mais renseignez-vous, elles sont aussi sur le site de BPI France, sur ces aides par région. Il y a un certain nombre de régions, notamment en Ile-de-France, mais pas seulement, qui ont mis en place des financements complémentaires au PGE pour les entreprises et les associations qui en ont besoin.
Voilà. Et puis il y a d'autres sources de financement qui existaient déjà avant, mais qui sont particulièrement peut-être intéressantes en ces temps troublés. C'est par exemple le crowdfunding. N'hésitez pas, pensez toujours au crowdfunding. C'était déjà, je le dis depuis longtemps, mais c'est encore plus vrai en ce moment, parce qu'il y a aussi plein de gens, personnes morales et personnes physiques, qui ont envie d'aider dans cette période et qui vont vers les sites de crowdfunding pour voir quelles sociétés elles peuvent aider. Donc, il y a des sites comme Lita, comme Ulule, effectivement, qui sont des partenaires de la banque. Et nous, d'ailleurs, à ce titre, on a pour les clients de la banque qui souhaitent se lancer dans des campagnes de crowdfunding pour financer des actions urgentes qui ont un lien direct avec la crise du Covid-19, on a mis en place une campagne accélérée avec Ulule et avec le Média Brut pour lequel on peut abonder en fait l'objectif de collecte quand il est atteint. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc n'hésitez pas vraiment à penser au crowdfunding et à contacter les plateformes. Merci Après, Sébastien. il y a plein d'autres qui nous initiatives, propose le prêt d'honneur à taux zéro du réseau Initiative. Donc, oui, par autre... exemple, c'est ce que je disais, tout à fait. Il y a tout ce qui était prêt d'honneur et qui existait déjà avant la crise continue à exister. Effectivement, Initiative France, mais France Active aussi font des prêts à taux zéro pour ces coups durs. À ce sujet, d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont intéressés sur un peu les mesures et les aides d'urgence qui sont en train d'être mises en place, le 9 avril à 11h, on aura un webinaire avec France Active sur ce sujet-là. Donc, il pourra venir compléter ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui sur ce qui est en train d'être mis en place par eux, mais pas que, par plusieurs réseaux pour vous aider. Donc, voilà, ça peut être un autre moment pour venir trouver des bonnes infos. Il y a quelques questions encore sur le PGE. Est-ce qu'on peut je pose ces questions-là et puis ensuite on ouvre un peu avant de passer à la seconde partie. Question de Pierre Césaré qui disait quel est l'impact sur les amortissements si on finance des investissements avec le PGE, notamment par rapport à l'EBE. Alors c'est un peu technique. Je ne sais pas Sébastien on peut demander à Pierre de préciser sa question. Si on achète des machines, par exemple, qu'on a financées avec le PGE, on amortira les machines dans son bilan et ça sera comme avant. Il n'y a pas de différence. En fait. Le plan comptable n'a pas changé, n'est pas modifié en fait, par le Covid-19. Pierre, j'ai ouvert ton micro, donc si tu veux préciser ta question, tu peux. Non, mais j'ai eu l'information inverse, en fait, que si on mobilisait le PGE pour financer des projets d'investissement, pas des problématiques de trésorerie liées au Covid-19, ces investissements réalisés avec le PGE ne pourraient pas être amortis au compte de résultat. Ils seront amortis comptablement. Alors, est-ce qu'ils seront amortis fiscalement? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra les déduire de résultat fiscal? C'est ça votre question, je pense. Ça, c'est l'État qui va le dire. Mais comptablement, il faudra les amortir quand même, de toute façon. Donc, il faudra les mettre quelque part dans le compte de résultat. Par contre, je ne sais pas s'ils seront déductibles fiscalement. Ça, je pense que l'État n'a pas forcément encore réfléchi à cette question. D'accord. Merci. J'avais une question également de Aude. Pendant combien de temps le PGE sera accessible? Si le plan de trésorerie fait apparaître des difficultés de trésorerie à l'automne, est-ce qu'il y aura toujours accès à ces dispositions? Ou vaut-il mieux anticiper et formaliser les demandes aujourd'hui? Alors, théoriquement, le PGE, il est valable, il est ouvert toute l'année 2020 jusqu'au 31 décembre. Alors, l'État s'est engagé en fait à garantir 300 milliards. Et donc, on voit déjà qu'il y a déjà plusieurs milliards qui ont été demandés et potentiellement accordés aux entreprises et aux associations. Donc, je dirais le plus tôt sera le mieux. Théoriquement, c'est jusqu'au 31 décembre. Je vois mal l'État revenir là-dessus. Maintenant, le plus tôt sera le mieux, je pense. Merci Sébastien. Est-ce que du coup, avant de passer à la question sur la reprise et le jour d'après, vous avez des questions sur la gestion de crise actuelle, très court terme? Si oui, vous pouvez la poser sur le chat et après on vous donnera la parole. On laisse 1 minute de possibilité de questions et puis après on passera à la seconde partie. Parfait. Visiblement pas de questions. Je regarde s'il y a des gens qui lèvent la main. Ça n'a pas l'air d'être le cas non plus.
Bon, bah, on peut passer à la deuxième partie du coup. Allez, Euh, deuxième sujet. alors, donc, après avoir parlé de la gestion très court terme, on va parler plutôt du jour d'après et de la reprise. Comment anticiper la reprise? Bon, je voulais poser une question, mais comme il y a très peu de gens avec la caméra, bon, je ne vais pas pouvoir voir. Mais la question que je me posais, c'est qui a moins d'activité due à la crise? Je pense que c'est une majorité. Donc, si vous pouvez lever la main, ceux qui ont une baisse d'activité à cause de la crise. Vous pouvez normalement aussi utiliser un petit signe, il y aura une petite main jaune qui va s'afficher pour ceux qui sont caméra éteinte. Donc, ça nous permet de voir aussi pour ceux qui n'ont pas mis la caméra. Voilà, typiquement Gaspard qui vient de le faire. Voilà. Emmanuel, Emmanuel. Sandrine, OK. Et est-ce qu'il y en a qui ont, à l'inverse, une recrudescence, enfin, plus d'activité due à la crise? Est-ce qu'il y en a peut-être certains parmi vous? Ouais. Bon, je ne vois pas trop avec les caméras de toute façon, donc on va voir avec les questions. Est-ce que Sébastien, tu peux introduire et après on pose des questions un peu plus précises du coup sur la préparation du jour d'après, Oui. les premiers conseils pratiques? Alors, difficile d'avoir, ça va être des conseils un peu généraux, difficile d'avoir des réponses très précises. Et justement, moi, je suis très intéressé par vos questions sur le sujet parce que ça peut nourrir aussi nos réflexions, les réflexions des banques et les réflexions de l'État sur qu'est-ce qu'on peut, sur des dispositifs qu'on pourrait mettre en place justement pour cette reprise. Déjà, je pense qu'il faut garder en tête qu'il faut avoir confiance dans le moyen terme, c'est-à-dire que cette crise, elle est une crise de court terme, en tout cas une crise de trésorerie de court terme, et ça va s'arrêter un jour. C'est-à-dire qu'on va reprendre une vie entre guillemets normale. Donc il faut garder confiance dans le moyen terme et tous les dispositifs de moyen terme qui existent déjà continueront à exister. On ne va pas arrêter de faire des emprunts, de faire des crédits. On ne va pas arrêter. Donc il faut garder confiance dans le moyen terme. Il faut se préparer à cette perspective ou à cet horizon. Donc, pour cela, il faut d'abord penser aux investissements qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais qu'on voudra faire demain. Donc, de quoi je vais avoir besoin dans 6 mois et de quels investissements je vais avoir besoin dans 6 mois. Qu'est-ce que je dois faire comme stock potentiellement? Qu'est-ce que je dois avoir comme machine potentiellement? Comment j'adapte mon staff à ce qui va se passer ou ce qu'on pense qui va se passer dans 6 mois. C'est des choses assez générales que je vous dis, mais c'est aussi pour vous aider à garder confiance dans l'avenir, en fait. Voilà. Oui, le moyen terme, pour moi, c'est probablement 6 mois parce que il faut être lucide. Le déconfinement, il va arriver progressivement. L'activité, elle va reprendre progressivement. On est le 2 avril. Et l'activité, elle ne reprendra pas forcément vraiment avant la fin de l'été. Nous, c'est ce qu'on pense. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien avant, mais la vraie reprise, ça sera probablement à la fin de l'été. Donc vraiment, là, c'est le moment de poser vos questions sur quels sont vos besoins pour préparer cette reprise. Vraiment, cette partie se veut un peu plus interactive. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à exprimer tous vos besoins. Je pense que du coup, la plupart des participants aujourd'hui font face, comme la plupart des activités en général, à une baisse d'activité plutôt qu'à une augmentation de l'activité. Donc, comment on s'organise financièrement quand on fait face plutôt à une baisse d'activité et aussi de chiffre d'affaires également, quoi. Sébastien? Oui. Ouais. Déjà aussi, profiter un peu de cette période où je ne sais pas si c'est plus calme, ce n'est pas forcément le bon terme, mais pour réfléchir à comment on peut avoir de nouvelles perspectives commerciales, donc réfléchir à de nouveaux moyens de prospection, même si on ne prospecte pas forcément maintenant, quoique, à voir, ça dépend des activités. Voir comment aussi son business model résiste à la crise. Et s'il résiste difficilement à cette crise, peut-être pas en changer forcément, mais réfléchir à des adaptations. Voilà. Pas simple, hein, mais réfléchir à des adaptations de ces business models. Peut-être que ce business model, il a d'autres facteurs de pérennité. Peut-être qu'autrement, on aura plus de pérennité. Voilà. Réfléchir aussi à la solidité de ses clients, parce que le business model, c'est aussi parce que parfois, il flanche parce que les clients flanchent. Donc,
c'est quoi notre type de client, c'est quoi le type de client qu'on veut, c'est quoi le type de clients qui vont résister plus ou moins bien à une autre crise de ce genre. Pareil pour les fournisseurs, parce qu'on parle toujours des clients, mais on peut avoir des problèmes si ce sont les fournisseurs qui n'assurent pas de la même façon. Voilà, à très grande ligne. Je ne sais pas ce que vous avez en tête ou ce que vous aimeriez faire en cette période pour réfléchir au futur, mais c'est l'occasion de s'exprimer, je pense. On a pas mal de questions qui sont liées nécessairement au marché cible de son offre, notamment pour des acteurs qui sont positionnés sur de l'événementiel qui a été très impacté par la crise et pour qui du coup le flou est assez fort vu que personne ne sait quand est-ce que ça va redémarrer. Donc du coup, tous les événements sont au moins en pause si ce n'est annulé. Donc est-ce que par rapport à son marché cible et à la diversité des marchés cibles qui sont possibles, il y a des conseils à faire pour plutôt réfléchir sur son marché cible justement? Tu nous disais, c'est peut-être le moment de réfléchir à faire bouger un petit peu son modèle ou son offre. Est-ce que ça peut être aussi un moment pour retravailler sur ces marchés et se poser la question de pourquoi pas viser d'autres acteurs, d'autres publics? Oui, c'est ce que je disais quand je parle des clients, en fait. Vous avez un certain nombre de clients. Bon, si effectivement vous êtes dans l'événementiel, j'imagine que beaucoup de choses, enfin tout est plus ou moins annulé ou retardé. Donc, prenez peut-être ce temps aussi pour réfléchir à à quels autres clients vous pourriez proposer vos offres de service, ou peut-être même voir si l'offre de service peut elle-même pas être modifiée. C'est un peu tarte à la crème de vous dire ça, mais il y a dans plein de secteurs, dans plein d'activités, on va aller probablement vers une digitalisation, une numérisation plus forte de beaucoup d'activités. Donc, si vous n'avez pas pris ce virage, mais je pense que beaucoup de gens l'ont pris de gré ou de force de toute façon maintenant. Il y a ça aussi à réfléchir. Comment est-ce que je prends l'exemple de l'enseignement par exemple, comment je peux multiplier la digitalisation ou la numérisation de mes activités? Ça, sont des choses qu'il faut évidemment bien réfléchir. Alors, dans l'événementiel, c'est plus difficile, mais il y a plein d'événements qui vont être digitaux ou virtuels dans les prochaines semaines et même peut-être après. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette crise, elle va aussi modifier nos habitudes et modifier la façon dont on fait de l'économie, en fait, et dont l'économie fonctionne. Il va forcément y avoir une digitalisation, une numérisation plus forte. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. On a des questions aussi sur l'articulation entre l'activité économique et commerciale et les activités de bénévolat. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui font du bénévolat aujourd'hui, soit c'est traditionnellement une part de leur activité, soit aujourd'hui et passent sur des prestations bénévoles pendant cette période de crise, qui ont un apport, mais qui du coup ne permettent pas d'avoir des rentrées d'argent pour ces acteurs. Comment on peut penser un petit peu et utiliser aussi ces activités bénévolat pour nourrir potentiellement la reprise d'activité à la rentrée en termes de fidélisation de clients, en termes d'ouverture de nouveaux marchés. Est-ce que faire du bénévolat aujourd'hui, ça peut être une opportunité pour développer des actions cette fois-ci commerciales à la reprise dans la continue? Oui, je pense. Nous, on le voit avec nos clients entrepreneurs sociaux. Hein, il y a plein d'activités en fait qui sont faites, il y a plein de gens qui proposent des rôles de bénévolat, dans des entreprises sociales ou autres. Il y a plein aussi d'actions de solidarité, de bénévolat, effectivement. Au-delà du fait que ça permet d'aider un peu tout le monde, d'aider la société, ça peut être aussi effectivement l'occasion de trouver de nouvelles occupations ou de nouveaux marchés qui, à terme, peuvent être effectivement commercialisables ou monétisables, on va dire. Là, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais des actions de bénévolat dans des hôpitaux, par exemple, pour aider à animer les hôpitaux, par exemple, ou donner du soutien aux personnes dans les hôpitaux.
il y a des associations qui font ça. Il y a voilà, et ça peut être, elles le font bénévolement ou pas bénévolement. Ça peut être aussi l'occasion de trouver un nouveau marché dans ces hôpitaux pour faire d'autres choses quand la situation sera revenue normale, qui seraient là potentiellement monétisables. Je parle des hôpitaux, mais ça peut être sur l'accompagnement des personnes vulnérables ou des personnes seules. Beaucoup de choses sont faites déjà, mais on va voir naître de nouvelles activités qui seront un jour, qui sont pour l'instant bénévoles, et qui peuvent être un jour monétisables. Oui. Donc, restez attentifs à toutes ces actions bénévoles. Ok, merci Sébastien. Ça peut vous donner des idées aussi. Ouais, merci Sébastien. On a d'autres questions. Une question de Jennifer qui disait « On était en création d'entreprise d'un centre de formation. Est-ce que la banque peut nous accompagner si la structure n'est pas encore créée ?» C'est l'association qui faisait les prestations jusque-là. Si l'association existe, s'il y a une association qui existe déjà, Ouais. les banques peuvent accompagner l'association déjà, premièrement. Et si la structure, d'accord, donc si elle existe, les banques peuvent accompagner l'association. Voilà, l'association, elle peut emprunter, elle peut demander un crédit. Si la société n'existe pas encore, c'est compliqué de l'accompagner. On peut préparer le dossier, mais on ne peut pas l'accompagner tant qu'elle n'est pas créée. D'accord, merci Jennifer. Bon, c'est bon, je pense que tu as bien répondu à la question. Question de Gaspard qui disait en tant que B2B, comment la BNP réagit-elle avec ses prestataires start-up? Y a-t-il des coûts budgétaires sur certaines dépenses? Gaspard, j'essaie de te trouver pour te donner le micro. Non, dans la mesure du possible, on va pas faire des coupes budgétaires maintenant. On n'a pas. Je pense que pour l'instant, on a d'autres choses en tête. La priorité, c'est de répondre à nos clients. Voilà. Donc, de répondre à nos clients et de. Vas-y, je prends une photo. Et de faire en sorte que nos clients aient des réponses à leurs besoins. Donc non, pour l'instant, on ne va pas faire des coupes budgétaires massives. Je ne vais pas dire le contraire. Et justement, on essaye, dans la mesure du possible, parce que ça, c'est un des problèmes auxquels sont confrontées les petites entreprises d'un côté et les grandes entreprises de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment, parfois, réactif dans le paiement. Donc, on essaye ça c'est un travail de longue haleine qu'on a entamé déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, d'accélérer les délais de paiement à nos fournisseurs. Donc, c'est l'occasion de prouver ce dont on est capable. Et donc, on essaye effectivement d'accélérer les délais de paiement. C'est quelque chose qui est compliqué dans une grande entreprise. Mais on ne va pas faire de coupes budgétaires massives. En tout cas, à court terme, non. D'accord, merci Sébastien. Question de Marie-Ange qui disait, est-ce que les capitaux risqueurs existent toujours en cette période? Oui, les capitaux risqueurs, oui, les fonds d'investissement, oui, ils existent toujours. Hein, ils n'ont pas disparu. La plupart des fonds ont décidé de continuer d'aller au bout des opérations qu'ils avaient déjà bien avancées dans le financement, enfin d'investissement. Et certains ont décidé de geler un peu, en tout cas jusqu'à l'été, l'analyse de nouveaux dossiers. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, je ne peux pas répondre de manière générale. Il y a des fonds qui ont décidé de continuer à regarder les nouveaux dossiers et d'autres qui ont décidé d'arrêter de regarder les nouveaux dossiers. Voilà. On va organiser bien sûr, ils n'ont pas disparu. Oui, vas-y. Non, on va organiser un webinaire vraiment sur ce sujet vendredi prochain. Donc, restez attentifs et on va communiquer dessus dès lundi prochain. Ok. Est-ce que vous avez d'autres? Quels sont vos besoins? Du coup, toi, Sébastien, tu voulais récolter surtout les besoins. Donc, c'est le moment. Si vous voulez soit lever la main, on va regarder, on vous donne la parole, ou écrire sur le chat vos besoins pour préparer la reprise et le jour d'après. Est-ce que ce sont des besoins, par exemple, des besoins de conseil? Est-ce que ce sont des besoins d'investissement, des besoins de financement? Est-ce que ce sont des besoins de se mettre ensemble autour d'une table pour regarder la stratégie commerciale, par exemple? Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut discuter. Voilà, qu'est-ce que des besoins de nouveaux clients, des besoins de nouveaux fournisseurs? Est-ce que alors une des pistes, ça peut être aussi, même si le virus il est mondial, ça peut être aussi quand on peut d'aller chercher potentiellement d'aller prospecter ou d'aller chercher à l'international peut-être. Voilà, c'est aussi peut-être l'occasion de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du pays ou dans d'autres régions du pays. Voilà, c'est tout ce genre de besoins que nous on a aussi besoin
d'avoir en fait pour ajuster notre dispositif dans le futur. Mais je vois donc des besoins de conseils, des besoins de soutien en stratégie. Oui, d'accord, je vois. Ouais, stratégie très important. Ok. Tout cela, conseil et financement, tout cela, c'est bien évidemment des choses dont vous parliez avec vos interlocuteurs bancaires. Hein. Parce que les interlocuteurs bancaires, que ce soit chez nous ou ailleurs, on n'est plus que des interlocuteurs financiers. On est aussi, les banquiers sont aussi là pour comprendre les enjeux de chaque client et de voir avec ce client comment y répondre. Donc, n'hésitez pas aussi à évoquer tous vos besoins avec vos conseillers bancaires. Parce qu'ils peuvent aussi, il y a plein de choses dans les banques maintenant où on dépasse les offres financières. Je vous parlais de bénévolat de compétences que nous, on met à destination de nos clients, à disposition de nos clients entrepreneurs impact. Donc, on peut aussi répondre à des besoins sur justement s'arrêter sur une stratégie commerciale, s'arrêter sur un processus de recrutement, s'arrêter sur un site internet, etc. Ce sont des choses qu'on peut faire. Alors, on nous dit que les chargés d'affaires BNP sont très pris et pas très présents. Quelle solution apporter à cette saturation des chargés d'affaires? Oui, ils sont très pris. Oui, alors je peux me tromper, mais je ne pense pas que ce soit chez BNP Paribas que les chargés d'affaires soient très pris. Tout le monde est très pris, en fait. Oui. Donc voilà. Donc insister. C'est bête, mais nous, on est là pour nos clients et tous nos clients. Donc, n'hésitez pas à insister. Voilà, ils vont vous répondre. De toute façon, ils vont vous répondre. Qui contacter à la BNP si on est client sur ses besoins et c'est des besoins de conseil en stratégie? Qui contacter chez Act for Impact pour des besoins de conseil en stratégie? Le plus simple, hein, mais forcément en ce moment ils sont un peu pris, c'est de contacter son interlocuteur bancaire. Sinon, nous, on a effectivement on a mis en place en fait une plateforme sur laquelle on peut poster ses besoins de conseils, par exemple, pour nos clients. Et ensuite voir avec nos collaborateurs comment nos collaborateurs volontaires peuvent y répondre. Donc à ce moment-là, c'est le plus simple, c'est de me contacter moi ou de laisser un mot sur le LinkedIn Act for Impact. C'est le plus simple. On vous orientera, on vous expliquera comment faire. Mais donc, il faut être bien client BNP, hein, on est d'accord, hein, pour pouvoir. Pour profiter de ce bénévolat de compétences, oui. Donc, il y a une plateforme qui a été mise en place pour les personnes qui sont qui ont contracté le dispositif Act for Impact. Donc, une plateforme de pro bono. Hein. Voilà, tout à fait. On poste son besoin et ensuite la plateforme, avec les collaborateurs, on regarde qui peut répondre à ce besoin de conseil, par exemple, ou un besoin juridique, une question juridique, par exemple. Et pour les personnes qui sont lauréats ou lauréates de la Fondation BNP, est-ce que c'est les mêmes interlocuteurs? Est-ce qu'ils sont aussi éligibles pour bénéficier de ces échanges? La fondation est pas directement, c'est la fondation du groupe, mais c'est pas la banque. Donc, si on est lauréat de la fondation, bien sûr, si on est client, on sera évidemment écouté et on travaillera ensemble. Mais il faut être client de la banque pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. D'accord. Et justement, on a une question de Marie-Ange sur un peu les curseurs que vous mettez, vous. C'est peut-être aussi l'occasion de le rappeler un petit peu sur les projets sur lesquels vous investissez ou financez. Quels sont un peu les curseurs que vous avez côté BNP Paribas sur lesquels vous êtes particulièrement attentif? Là, je peux parler sur la partie for Impact. En fait, il faut que le projet il ait véritablement la volonté d'impact positif au cœur de son business model. Mais il faut aussi qu'il y ait un business model, c'est-à-dire que nous, les projets qu'on certifie pas, mais qu'on soutient, c'est effectivement un business model pérenne à moyen terme et une volonté d'impact forte que nous on a réparti, on va dire, ou catégorisé en plusieurs catégories qu'on appelle les domaines d'action sociale et qui sont très proches des ODD de l'ONU.
Donc, il y a par exemple la lutte contre la précarité, la protection de l'environnement, la santé, le maintien de l'autonomie, des choses comme ça, en fait. L'accès au logement, etc. Donc, globalement, retenez en tête, retenez qu'on est, nous, sur plutôt les ODD de l'ONU. Voilà, et donc après, chaque projet est à regarder. Voilà. Et comme tout métier de banquier, on va aussi regarder la personnalité, le background de la personne qui porte le projet. Est-ce que le projet est adapté à ce que cette personne a fait avant? On va évidemment regarder la volonté d'impact. Là, on va regarder comment mesurer l'impact. On va regarder c'est quoi l'impact. Et on va regarder aussi les projections financières aussi, parce qu'on est aussi une banque. Voilà. On va regarder, on va essayer de voir si le projet il est accompagné, s'il y a un réseau d'accompagnement, s'il y a un incubateur, et s'il n'y en a pas, on peut éventuellement mettre en contact avec le réseau d'accompagnement, avec l'incubateur. On va regarder s'il y a des besoins en fonds propres. Nous, on n'ira pas directement sur ces besoins en fonds propres, mais on peut voir avec des fonds d'amorçage, notamment des fonds d'investissement, des fonds d'amorçage d'impact investing, comment on peut répondre à ces besoins en fonds propres. Voilà, c'est très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais très rapidement décrit ce qu'on peut faire. Non, il n'y a pas de critères rédhibitoires pour un client chez BNP Paribas. On peut regarder tous les projets. Voilà, il faut être capable d'exprimer clairement à la fois ce qu'on veut faire, qui on est et quel impact on veut avoir. Parfait. Merci Sébastien. J'avais une petite question sur l'international de Philippe. Y a-t-il des fonds d'investissement pour aider à se développer à l'international? Quels pourraient être les impacts de la crise sur ces opportunités de financement? Oui, il y a des fonds il y a un certain nombre de fonds qui effectivement de fonds français qui ont une petite poche d'investissement à l'international. Pour aider les entreprises françaises qui voudraient se développer à l'international. Alors, c'est souvent international, quand je parle d'international, dans ce cadre-là, c'est souvent l'Europe proche ou les pays francophones en général, les pays francophones d'Afrique, par exemple. Voilà. Alors oui, alors après, je ne peux pas répondre de manière générale à ce genre de questions. C'est compliqué de dire. Oui, forcément, il y a des opportunités à l'international. Il y a des pays qui vont se réouvrir ou se relever, entre guillemets, plus vite que d'autres. Donc ça, là, c'est pas ma responsabilité de déterminer lesquels, mais il y en a forcément qui vont se rouvrir plus vite que d'autres, se relever plus vite que d'autres. Voilà, donc réfléchissez à ça. Faut pas mettre de côté ce point-là, parce que il peut y avoir des pays où effectivement la situation se rétablit plus vite que d'autres. D'accord, merci. Mathieu, tu veux prendre la main pour peut-être les dernières questions? Ouais, j'ai l'impression qu'on a couvert les sujets. Est-ce que si vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez pas, on arrive à la fin de ce webinaire. Et si jamais il n'y a pas de nouvelles questions, une question de Desa. Je suis preneuse. Ah oui, pour les clients pour les clients BNP, est-ce qu'il est possible d'avoir un tour de table avec le chargé d'affaires, mais pas que? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs côté BNP Paribas qu'on peut inclure dans un tour de table pour échanger sur les enjeux qu'on a demandé aux entrepreneurs de faire remonter et sur les questions de financement? Ou est-ce que c'est vraiment l'interlocuteur, le chargé d'affaires? Le chargé d'affaires, c'est le principe du chargé d'affaires. Le chargé d'affaires, il est le premier interlocuteur du client ou du prospect dans la banque. Ensuite, il peut effectivement vous ouvrir d'autres portes dans la banque sur les recherches de fonds propres, par exemple. Nous, je n'en ai pas parlé, mais parce que c'est plutôt sur des modèles en accélération ou en croissance, en accélération, en changement d'échelle. Mais on a une société de gestion qui s'appelle BNP Paribas Asset Management, qui a un fonds qui s'appelle Social Business France, qui investit dans des entreprises sociales et des associations. Donc, par exemple, on peut vous présenter ce fonds qui a investi dans des alors, c'est pas un fonds d'amorçage, mais qui a investi dans des entreprises à impact. On peut vous présenter d'autres acteurs de la banque, évidemment, mais c'est vraiment le chargé d'affaires. Là, on parlait de financement, donc c'est vraiment le chargé d'affaires qui est la porte d'entrée. C'est lui ou elle qui ira activer les bonnes personnes. Ça peut être le fonds Social Business France, ça peut être d'autres acteurs. C'est vraiment lui le coordinateur.
Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. On a des gens qui sont en train de nous quitter. Ouais, je voulais conclure, d'être, je ne sais pas, mais dire une chose en fait, de manière moins financière. Faites attention à vous et faites attention à vos collaborateurs, c'est-à-dire ménagez-vous en quelque sorte. Alors, je sais que c'est compliqué de dire ménagez-vous dans cette période parce qu'on est partout à la fois, mais le meilleur moyen aussi de préparer l'après, c'est déjà d'essayer de ne pas paniquer, comme je disais tout à l'heure en introduction, et de se ménager et de ménager ses collaborateurs. Voilà, et de prendre aussi un peu de temps pour soi, aussi pour réfléchir à son projet, à ce qu'on veut faire et à comment on veut le faire potentiellement évoluer. Merci Sébastien pour cette conclusion bienveillante. Je pense qu'on n'a plus trop de questions, donc je pense que tout le monde a eu ses réponses. Jolie conclusion, effectivement. Merci Sébastien. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à voir le reste du programme des webinaires. Il y en a cet après-midi, demain et d'autres la semaine prochaine. Donc vraiment, jetez tous un œil sur le lien de la Help Room où sont recensés tous les webinars. Et ainsi que notre boîte à outils, je vous invite à consulter la boîte à outils où vous aurez accès à tous les financements, tous les outils pour travailler et vivre confiné. Donc vraiment, c'est une ressource pour vous. Donc n'hésitez pas à la regarder. Elle est facilement, toutes les informations sont compilées facilement avec tous les liens et tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Mathieu, c'est bon pour toi aussi ? C'est tout bon. Merci à toutes et à tous. Un grand merci, Sébastien. Merci Sébastien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir à tous, bon courage. Au revoir. Salut.